Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour votre émission Face aux santé, votre rendez-vous dédié à l'information et à la prévention en matière de santé. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui touche de nombreuses familles. Comment vivre avec un cancer? Recevoir un diagnostic de cancer bouleverse une vie. Entre les traitements, les effets secondaires, les inquiétudes, mais aussi l'espoir et la résilience, le parcours des patients est souvent méconnu. Comment vit-on avec un cancer au quotidien? Comment faire face physiquement, psychologiquement et socialement à la maladie? Quels soutiens sont essentiels pour améliorer la qualité de vie des patients? Pour nous éclairer, nous recevons une fois de plus le professeur Naïs Zongo qui est cancérologue. Il nous aidera à mieux comprendre ce que signifie vivre aujourd'hui avec un cancer et comment accompagner au mieux les personnes concernées. Restez connectés sur Face aux santé. Bonsoir, professeur Zongo. Bonsoir, madame. Merci une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être là. Ok, professeur, comment se passe généralement l'annonce d'un diagnostic de cancer à un patient? L'annonce du diagnostic de cancer à un patient ou une patiente, c'est toute une épreuve. Et nous nous retrouvons malheureusement dans des situations où nous devrons dire à telle personne que sa maladie est finalement un cancer. Mais il faut savoir que l'annonce du diagnostic du cancer, c'est tout un processus. En aucun cas, cela ne doit se faire de façon brutale. Et lors de l'annonce, il faut d'abord sonder le patient, il faut d'abord sonder la famille pour voir comment ils vont réagir. Et c'est très important parce qu'au cours du processus diagnostique, le malade est en partie informé de sa maladie. Parce que quand nous recevons un patient aujourd'hui, il y a d'abord le premier contact qui se fait. Après, le malade va aller faire des examens complémentaires. Ces examens complémentaires, c'est essentiellement des examens de radiologie. Et nous allons informer au malade que ce que nous trouvons sur les examens de radiologie nécessite qu'on fasse encore une troisième étape, c'est-à-dire l'examen anatomopathologique, qui va se solder par un prélèvement de tissu qu'on envoie au laboratoire. Et le malade va être en attente pendant près de 2 semaines pour recevoir son résultat. Et tout ce processus déjà prépare le malade à se dire ça peut être un cancer, ça peut ne pas être un cancer. Donc l'information ne vient pas au patient de façon brutale. Et le jour que nous avons les résultats dans les mains, quand il s'agit d'un cancer, nous prenons soin de l'expliquer et de dire finalement que ce que nous avons poursuivi, ce à quoi nous pensions, s'est confirmé et que c'est un cancer que la personne porte. Et à ce moment-là, quelles sont les réactions de ces patients? Les réactions des patients sont différentes d'un patient à un autre. C'est comme dans la vie. Si vous partez par exemple sur la route et vous vous mettez à insulter chaque personne que vous rencontrez, si vous insultez 100 personnes, vous allez avoir 100 réactions. Donc, mais les deux principales réactions que nous rencontrons lors de nos consultations, lors des annonces diagnostiques, c'est parfois le silence. Je pense que c'est la réponse la plus fréquente. Vous voyez une personne qui arrête tout, qui est immobilisée, qui ne parle pas, et vous sentez les signes d'effondrement. Il y a également une deuxième réaction que nous observons, ce sont les larmes. C'est des cris, c'est des pleurs. Et il faut prendre le temps de calmer la personne, de rassurer la personne, de l'écouter pour que la personne revienne à elle-même avant de poursuivre la discussion autour de sa maladie. Est-ce qu'après l'annonce de la maladie, les médecins accompagnent psychologiquement les patients? L'aspect psychologique est très important. On ne peut pas s'occuper du corps sans s'occuper de l'âme, sans s'occuper de l'état moral de la personne. Ce qui fait que même avant l'annonce diagnostique, on parle déjà, on prépare la personne psychologiquement, on prépare la famille à soutenir la personne psychologiquement pour d'abord pouvoir supporter l'annonce du diagnostic.
Quand vous préparez bien moralement, mentalement une personne, la personne va accepter sa maladie. Et en acceptant sa maladie, la personne va accepter également les soins. Et le plus souvent, quand le mental est bien préparé, le résultat est bon. Et que recommandez-vous aux patients juste après avoir appris leur diagnostic? Ce qu'on leur recommande, c'est de garder leur force, c'est de garder leur courage, surtout de ne pas perdre du temps. Parce que vous savez, quand une maladie grave est annoncée, quand la personne se retire, il y a beaucoup de savants qui viennent autour de la personne pour dire « moi, j'ai telle solution, j'ai telle solution ». Ça peut être la fréquentation des lieux de culte, ça peut être les tradithérapeutes, ça peut être autre solution. Mais l'un dans l'autre, c'est de conseiller aux malades de ne jamais perdre du temps dès que le diagnostic est connu. C'est de s'engager et d'informer les membres de sa famille. Quand on dit membre de la famille, ça peut être le conjoint, ça peut être les frères de la même fratrie, ça peut être la mère ou le père, ou ça peut être une personne de confiance, parfois une amie. C'est les personnes vraiment qui vont porter la maladie avec le malade, qui seront informées, qui vont l'accompagner, qui vont pousser le malade progressivement à accepter complètement sa maladie, à vivre avec et à se soumettre aux différents traitements. Et vous avez dit vivre avec la maladie. Est-ce qu'il y a des effets secondaires courants pendant la maladie ou soit le traitement? Bien sûr, il y a des effets courants. D'abord, à l'annonce, le malade, il y a des malades qui présentent des dépressions, qui nécessitent une consultation en psychologie ou en psychiatrie. Au cours du traitement, il y a des malades qui vont présenter des effets secondaires. Les effets secondaires, c'est surtout au cours des traitements médicamenteux. Vous avez des personnes qui vont perdre les cheveux, vous avez des personnes qui vont présenter des vomissements, vous avez des personnes qui vont présenter des diarrhées, qui vont présenter des lésions au niveau de la peau. La fatigue est presque constante au cours de certains traitements et même parfois, il y a des douleurs qui ne s'expliquent pas. Donc, il y a un malaise général qui peut s'installer pendant les traitements. Ça, c'est les traitements médicamenteux. Mais pour le traitement chirurgical, et bien sûr, quand vous enlevez par exemple un organe en emportant la maladie, la personne se sent un peu mutilée dans une certaine dimension. Donc, c'est de pouvoir rassurer cette personne qu'une fois guérie, on peut bien sûr restaurer son image, on peut restaurer l'organe qu'on a enlevé dans le cadre du traitement de la maladie. Donc, il y a beaucoup d'effets secondaires, mais ces effets secondaires doivent être expliqués aux malades avant le début même du traitement, ce qui leur permet de mieux vivre ces effets secondaires, de faire avec. Et surtout, il y a des moyens également pour endiguer les effets secondaires. Nous en parlerons certainement plus tard. Justement, pas plus tard, mais maintenant. Comment vous aidez les patients à mieux supporter ces effets secondaires? Pour les effets secondaires du traitement, tout ce qui tourne autour de la maladie, il faut savoir qu'on a d'abord, si c'est par exemple une dépression, une anxiété, on peut adresser le patient en consultation de psychiatrie. Et nos collègues psychiatres savent bien s'en occuper. Quand il s'agit des effets comme par exemple les vomissements, les diarrhées, les insomnies, la fatigue, les insomnies, c'est le fait de ne pas pouvoir s'endormir, il y a des médicaments pour ça. On fait des traitements symptomatiques. Au début de ces traitements, il est important d'aider le patient à faire ce qu'on appelle une petite boîte à pharmacie. Ça veut dire que c'est une boîte qui contient tous les médicaments qui peuvent contrer les effets secondaires des traitements. Et d'apprendre le malade, quand tel signe apparaît, vous pouvez prendre tel médicament, tel médicament, tel médicament. Ça évite les grandes souffrances au cours des maladies. Revenons sur les soutiens psychologiques. Quelle est l'importance de ce soutien-là pour un malade? C'est capital, c'est central. Le soutien psychologique est d'abord central et c'est un soutien psychologique qui doit se faire par le médecin traitant, par tous les soignants qui tournent autour du malade. Parce qu'il y a le médecin traitant qui fait les prescriptions, il y a les infirmiers qui restent longtemps avec les patients et qui peuvent soutenir psychologiquement les patients. Il y a également la famille qui assure une psychothérapie de soutien, qui reste permanemment avec le patient, qui l'entoure et ça l'aide beaucoup à supporter certains effets secondaires. Ça l'aide beaucoup à supporter certains traitements très durs. Ça l'aide beaucoup à voir au-delà de la maladie une autre vie. Ça, c'est très important. Peut-on vivre avec un cancer aujourd'hui? Ah, bien sûr, beaucoup, heureusement. Si la vie n'était pas compatible avec l'apparition d'un cancer, les cancérologues n'avaient pas leur place d'être.
Mais heureusement, avec un cancer, on peut mener une vie, une bonne vie. Une vie qui ressemble à celle que vous aviez avant l'apparition du cancer. Et beaucoup de personnes vivent bien après leur cancer, tout en conservant leur capacité de travailler, leur capacité de gérer leur famille, leur capacité de soutenir la société, leur capacité de mener toutes les activités qu'ils menaient avant l'apparition de la maladie. Et la qualité de vie est-elle prise en compte autant que la guérison? La qualité de vie, elle est aussi importante que la survie. Quand vous avez une personne qui vit longtemps, mais qui ne vit pas bien, la vie finit par perdre son sens. C'est pourquoi dès le diagnostic du cancer, parfois même dès le premier contact, nous mettons en route ce que nous appelons les soins palliatifs, qui ne sont pas des soins au rabais, mais qui sont des soins qui vont accompagner le patient tout au long du processus diagnostique, tout au long du processus de traitement, pour éviter toute souffrance. Quand nous parlons de souffrance, c'est autant la souffrance physique que la souffrance morale. Il y a des médicaments pour éviter que le malade ne souffre par exemple de difficultés à s'endormir, que le malade ne souffre de dépression, que le malade ne souffre de diarrhée ou de constipation, que le malade ne souffre pas de douleur. Donc on travaille à ce qu'il y ait une meilleure qualité de vie, que le malade reste digne face à sa maladie. Ça permet au malade effectivement de se soumettre au traitement, d'accepter les traitements et d'évoluer vers une guérison certaine. Vous avez parlé de guérison certaine. Que se passe-t-il à la fin des traitements? À la fin des traitements, nous faisons des examens pour voir est-ce que la maladie est contrôlée à 100%. Et dans la majeure partie des cas, pour les malades qui viennent assez tôt dans nos hôpitaux, les examens complémentaires en fin de traitement ne montrent plus de traces de la maladie dans l'organisme. Et nous déclarons la personne en rémission complète. Et dès que la personne est en rémission complète, elle va se soumettre maintenant à un suivi régulier. Ce suivi régulier va consister à revoir la personne tous les 3 ou 4 mois pendant 2 ans, puis tous les 6 mois pendant les 3 ans qui suivent. Et au-delà de la 5e année, nous mettons en route une surveillance qui se fait chaque année. Ça permet de rechercher une récidive. Une récidive parce qu'il y a des cancers qui peuvent être en rémission complète, mais qui peuvent réapparaître. Et c'est important pour cette surveillance à la recherche de tout stigmate de récidive. Et dès qu'il y a une récidive qui apparaît, on combat la récidive avant qu'elle prenne suffisamment place. Et ça permet de garder les malades longtemps en vie, de les garder en rémission complète. Est-ce à dire que le suivi médical est à vie? Le suivi médical est à vie pour toute personne de plus de 40 ans. Même quand vous n'êtes pas malade, il y a certainement un certain nombre de choses que vous devrez contrôler de façon régulière. Donc tout le monde fait un suivi médical en réalité à vie. Et dans le cancer, il n'y a pas d'exception. Il y a le suivi médical pour tous les suivis qui devraient être faits du fait de votre âge, par exemple le contrôle de la glycémie, l'échomammographie pour rechercher des lésions au niveau du sein, que ce soit la consultation gynécologique qui doit se faire dans le cadre de la surveillance du cancer du col de l'utérus. Ça se fait même quand vous n'êtes pas malade. Mais quand vous avez présenté une maladie, qu'est le cancer, ces surveillances se poursuivent et vous avez également une surveillance du cancer. Ça vous permet de revoir votre cancérologue tous les ans. Lorsqu'on guérit du cancer, comment reprendre une vie normale? Pour reprendre une vie normale, il faut que le malade récupère sa place d'antan. Quand je parle de place d'antan, c'est d'abord sa place au sein de sa famille. Si le malade a toujours le même respect au sein de sa famille, a toujours la même place dans son foyer, si le malade également reprend une vie normale parmi ses collègues, c'est-à-dire récupère son travail, récupère ses capacités de travail avec la même rémunération et la même considération, si le malade reprend ses groupes d'amis, ça veut dire que le malade va reprendre la fréquentation des amis qu'il avait avant, vous allez constater que le malade a réussi à reprendre toute une vie normale. Reprendre également le sport, reprendre ce qu'il aimait faire de plus, ça lui permet d'oublier sa maladie, d'avoir une seconde vie, parce qu'une vie est possible après le cancer. Et justement, quel message avez-vous pour ces personnes qui vivent avec un cancer? Pour les personnes qui vivent avec un cancer, c'est de se dire le cancer est actuellement une maladie chronique. C'est comme toutes les autres maladies chroniques, on en guérit,
On peut vivre avec un cancer et après un cancer, on garde ses capacités, ses potentialités de réinsertion sociale, ses potentialités de réinsertion professionnelle et on mène une vie tout à fait normale. Donc, c'est de ne pas se laisser abattre par la maladie parce que le traitement est lourd, le traitement est difficile, mais après ce traitement, il faut réinventer la roue pour aller de l'avant. Est-ce que vous avez des conseils pratiques à leur endroit? À l'endroit des patients ou des personnes qui ont souffert de cancer, c'est de mieux gérer leur alimentation. C'est d'avoir une alimentation désormais pas trop salée, pas trop sucrée, pas trop grasse et pas trop abondante. C'est également de faire régulièrement le sport parce que le sport permet de réduire le risque de récidive. Le sport permet également de supporter les effets secondaires, de minimiser les effets secondaires de certains traitements. Et aussi, c'est de se rassurer mentalement que vous avez toujours la place que vous avez toujours eue au sein de la société et de prendre de l'avant. Nous arrivons à la fin de cette édition de Face aux Santé consacrée à la vie avec un cancer. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que le cancer n'est pas seulement une maladie. C'est un combat qui se mène au quotidien avec courage, information et accompagnement. Grâce aux avancées médicales et à un suivi adapté et au soutien de l'entourage, il est possible de mieux vivre avec la maladie et de préserver sa qualité de vie. Nous remercions chaleureusement notre invité. Merci une fois de plus. Merci madame pour l'invitation. Merci aussi à vos chers internautes pour votre fidélité. N'oubliez pas, s'informer, consulter tôt et ne pas rester seul face à la maladie sont des gestes essentiels. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de votre santé et de celle de vos proches. À très bientôt pour un nouveau numéro de Face aux Santé.